Mes chers amis, bonsoir. Au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire extrêmement prometteur avec des sujets d'actualité, des sujets qui se présentent à nous dans notre pratique de tous les jours pratiquement, la dyslipidémie et la vitamine D, et bien sûr son impact sur le risque cardiovasculaire. Et pour animer un petit peu ces deux conférences, nous avons avec nous deux éminents experts en la matière, c'est des vrais sommités. Nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de les avoir parmi nous. Le professeur Diévar François, qui nous vient de Dunkerque et qui a eu la gentillesse et la sympathie d'accepter très spontanément notre invitation. Et on connaît un petit peu ses obligations. Et notre ami, le professeur El-Mraoui, qui est très connu au Maroc et qui est un vrai expert en matière de vitamine D et tout un petit peu l'impact sur un certain nombre de systèmes. Et on sait un petit peu l'engouement et tout ce qui se dit un petit peu sur la vitamine D. Et c'est pour ça qu'on vous a envoyé, qu'on vous a invité. Alors, merci beaucoup François et merci beaucoup Si Hamza. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et bien sûr, pour modérer ces conférences, nous avons avec nous le professeur Soulami, que vous connaissez tous, qui est professeur de cardiologie à Casablanca. Et nous avons aussi avec nous le professeur Hattawi Mustafa, qui est professeur de cardiologie et chef de service de cardiologie au CHU de Marrakech. Voilà, avant de terminer, je voudrais remercier les laboratoires Hikma pour leur soutien pour ces conférences. Et voilà, je cède la parole, je vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à mon ami le professeur Mustafa Hattawi. C'est Mustafa, ton micro, s'il te plaît. C'est bon, je crois qu'il est activé. Merci, Si Saïd. Merci pour l'invitation à ce webinaire fort intéressant. C'est à mon tour, bien sûr, de commodérer cette séance avec mon ami professeur Soulami. Et donc, je vais devoir présenter notre cher professeur François Diévar, qui va nous faire la première présentation. Alors, professeur François Diévar est cardiologue, il pratique actuellement la cardiologie interventionnelle. Comme vous l'avez dit, il vient de Dunkerque, mais surtout, j'aimerais bien le présenter par rapport à son activité scientifique, puisque professeur Diévar est membre du conseil d'administration de la SFC, du groupe du collège, disons, national des cardiologues français, et qui est membre de beaucoup de sociétés, la société européenne, l'OAPCI pour tout ce qui est interventionnel, membre de la Heart Failure Association, et qui surtout, il s'intéresse, il a dirigé et présidé pendant de longues années le groupe pharmacologie clinique et thérapeutique de la SFC, membre du bureau du cercle cœur et métabolisme de la SFC, et membre du comité de rédaction de plusieurs revues, revue Réalité cardiologique, Le Cardiologue, le quotidien du médecin, theheart.org, et régulièrement collabore dans beaucoup de revues avec un CV plein d'articles, plus de 800 articles de cardiologie. Donc, c'est dire que on a un invité de taille dont les centres d'intérêt sont essentiellement la méthodologie, les essais cliniques thérapeutiques, la prévention cardiovasculaire et l'insuffisance cardiaque. Et dans le cadre de la prévention s'inscrit la présentation du professeur Diévar aujourd'hui, puisqu'il va nous parler des nouveautés dans la prise en charge en 2021 des dyslipidémies. Professeur François Diévar, à vous la parole. Merci l'AMCAR, en souhaitant qu'on pourra avoir prochainement des réunions présentielles, puisque la situation, on en a parlé un petit peu avant, est très difficile. On a l'impression de passer sa vie entre les patients et Zoom, et entre Zoom et les patients. Et j'espère que pour tout le monde, la situation s'améliorera probablement après les vacances scolaires de cet été, souhaitons-le, grâce au vaccin. Donc, ma présentation aujourd'hui va parler de la prise en charge des dyslipidémies. Voici mes conflits d'intérêts, le principal étant que je suis cardiologue
Et je vais me reposer pour cette présentation essentiellement sur les grands messages et expliquer pourquoi des recommandations de la Société européenne de cardiologie et de la Société européenne d'athérosclérose de 2019 sur la prise en charge des dyslipidémies. Je vais m'appuyer sur un aspect très pratique. Quand je suis cardiologue, je demande un bilan lipidique et j'ai 4 paramètres, mais 3 on va regarder. Le HDL cholestérol, est-ce que je dois le considérer comme un bon cholestérol? Les triglycérides, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont acquis vraiment le statut de facteur de risque et est-ce que ça doit m'encourager à prescrire des fibrates? Et enfin, le LDL, on sait que c'est la cible du traitement, mais jusqu'où le diminuer et quand dois-je lever le pied quand il est trop bas? Mes messages qui seront répétés à la fin sont les suivants. Aujourd'hui, le HDL n'est plus un facteur de risque. Le statut des triglycérides reste ambigu et tout se concentre sur le LDL qui est un authentique facteur de risque cardiovasculaire. Le plus bas, et je n'ai aucune hésitation à descendre jusqu'à 2 grammes par litre, 0,2 grammes par litre est le mieux. Le plus longtemps, le plus bas est le mieux, ça veut dire qu'on ne lève pas le pied. Et tout l'effet du traitement des dyslipidémies passe par la baisse du LDL et je vais essayer de le démontrer. Donc, comme cardiologue, on doit se considérer comme des éradicateurs du LDL. HDL. Quel est le statut du HDL? En 1977, le HDL émerge comme facteur de risque suite à l'étude de Framingham qui montre que plus le HDL est bas, plus le risque d'événements cardiovasculaires est élevé. Vous avez ici les hommes en bleu, les femmes en rose. Et vous voyez qu'effectivement, plus le HDL est élevé, moins il y a d'événements cardiovasculaires. Problème, cette étude repose sur moins de 3000 personnes, n'a évalué que les événements cardiovasculaires coronaires et n'a totalisé que 142 événements. En 2016, révolution, une étude canadienne qui est parue dans le JACC, 631 000 patients, 17 000, quasiment 18 000 décès, a évalué l'effet, la relation entre le HDL et le pronostic des patients à 5 ans. Et vous voyez, ne serait-ce que dans la strate qui a moins de 0,30 g, on a plus de 12 000 patients. Dans celle qui a plus de 0,9 g, on a plus de 17 000 patients. Vous voyez qu'on est très loin des 2800 et bien sûr, au milieu, on est dans les 150 000 patients. Donc, on a une courbe de Gauss énorme qui nous permet surtout de voir, d'avoir beaucoup de patients dans ces extrémités, alors que dans l'étude de Framingham, on en avait très peu. Deuxième avantage de cette étude, après avoir enrôlé énormément de patients, c'est qu'elle a totalisé énormément d'événements et qu'elle a pris en compte non pas les événements coronariens dont il est toujours difficile de dire est-ce que c'est un infarctus, un angor-instinct, mais les décès cardiovasculaires, les décès par cancer et les autres décès et bien sûr la mortalité totale. Et qu'est-ce que l'on constate dans cette étude? C'est qu'en fait, plus le cholestérol HDL est bas, plus le risque d'événements, toutes sortes de décès est élevé, dont les décès par cancer. Mais plus le HDL augmente, plus le risque d'événement augmente. Et on a une vraie courbe en J, tant chez l'homme que chez la femme. Et on s'aperçoit en fait que d'avoir un cholestérol supérieur à 0,9 chez l'homme, c'est plus mauvais que d'avoir un cholestérol inférieur à 0,31 ou enfin, compris entre 0,31 et 0,40. Et les 3 types de décès sont augmentés. Donc, le HDL ne peut pas apparaître de ce fait comme un facteur de risque. Sinon, comment expliquer que les autres causes de décès soient plus importantes quand le HDL est élevé que quand il est moyen et qu'il soit encore plus important quand il est bas, ou que les décès par cancer soient plus importants quand il est élevé que quand il est moyen et plus important encore quand il est bas. Et cette étude va être confortée les années suivantes par un registre européen de plus de 150 000 patients. Donc, vous avez encore ici les hommes et les femmes. Et on va retrouver cette courbe en U ou en J pour la mortalité cardiovasculaire, pour la mortalité par cancer et pour la mortalité par autre cause. Va être confirmée l'année suivante par une étude parue au Congrès de la Société européenne où vous avez la même chose. Et ici, on est en mortalité totale. Et vous voyez qu'un HDL à 0,8, c'est comme avoir un HDL à 0,20 en termes de risque de mortalité. Donc, dire quand le HDL, suivant les recommandations françaises, est supérieur à 0,6, il faut retirer un point dans la grille de risque, c'est complètement faux, il faudrait quasiment en ajouter un. Et ce sera confirmé encore par une autre étude qui a eu lieu en Asie, où on va retrouver avec la mortalité de coup de cause une courbe en U. Donc, on peut admettre aujourd'hui que le HDL n'est plus un facteur de risque. Et d'ailleurs, les recommandations en 2019 ont repris le message, mais déjà en 2016 le disaient.
Le HDL n'est pas une cible du traitement. Recommandation 3, il ne faut pas faire. Il ne faut pas chercher à augmenter le HDL. Est-ce que tout est dit? L'avenir nous le dira, parce que le HDL, ce que l'on dose, c'est vraiment une association de tout un tas de choses, plusieurs sous-particules de HDL. Il est possible qu'il faille agir sur certaines et pas sur d'autres. Nous le saurons dans les années à venir à travers différentes études. Donc, retenez le premier message, le HDL n'est pas le bon cholestérol. Deuxième message, les triglycérides, est-ce que c'est un facteur de risque? Pour le savoir, il suffit de regarder si quand on baisse les triglycérides, on diminue les événements. L'étude Origine, 12 500 patients avec une dysglycémie ou un diabète, oméga 3 contre placebo, critères primaires décès cardiovasculaire. Vous voyez ici les paramètres lipidiques dans le groupe oméga 3 et dans le groupe standard. Le seul qui est varié significativement est la baisse des triglycérides. Donc, on a un avantage, on a une étude où on a un effet pur sur les triglycérides sans autre effet. Si les triglycérides sont un facteur de risque, on devrait avoir une diminution des événements. Et vous voyez ici à droite que quel que soit l'événement pris en compte, décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC ou décès cardiovasculaire, décès toute cause ou décès par arythmie, il n'y a aucune différence entre le groupe traité avec un recul de 6 ans et le groupe placebo. Baisser les triglycérides n'ont pas de bénéfice. Changement complet en 2019, comparé l'étude Reduce-It qui va évaluer un oméga 3 particulier. Donc, les oméga 3 sont constitués de l'EPA et de la DHA. Et là, avec une très forte dose d'EPA uniquement, donc sans DHA, à 4 grammes par jour, on baisse les triglycérides en gros de 20%, mais on baisse aussi le LDL de 6%. Et en 4 ans, on a une réduction de 25% des événements cardiovasculaires majeurs. Alors, surprise, est-ce que c'est lié à la molécule? Est-ce que c'est lié à la baisse des triglycérides qui a été plus importante? Est-ce que c'est lié au fait que le placebo dans cette étude était une huile minérale dont certains pensent qu'elle pourrait avoir des effets adverses qui ont favorisé le traitement? Et l'an dernier, surprise, 13 000 patients enrôlés dans une étude Strange, oméga 3 toujours à forte dose, mais cette fois-ci EPA plus DHA contre placebo, et le placebo est ici de l'huile de maïs. L'étude est arrêtée avant son terme à 42 mois pour une raison simple, qu'on ait les oméga 3 ou l'huile de maïs, et les triglycérides ont baissé exactement de façon de même ampleur que dans l'étude Reduce-It, on n'a aucun bénéfice. Et donc aujourd'hui, on a 2 études avec 2 oméga 3 différents, mais 2 placebos différents qui toutes les 2 ont inclus un grand nombre de patients. Regardez, le LDL médian dans chacune de ces 2 études était 0,75, les triglycérides au-dessus de 2 grammes, 2,40 grammes dans Strange, donc c'est bien la cible du traitement contre les triglycérides, un HDL qui est relativement bas, 0,36 et 0,40, et des effets complètement différents. Dans Reduce-It, le risque d'événement était beaucoup plus important, quasiment le double que dans celui de Strange, et la baisse des triglycérides a été de même niveau. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est le statut des triglycérides reste ambigu et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Que disent les recommandations de 2019? Chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie, si on accepte que c'est un facteur de risque, le premier objectif est de baisser le risque cardiovasculaire et donc le traitement de première intention. Les statines sont le traitement recommandé comme premier traitement de choix pour réduire le risque cardiovasculaire chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire supérieure à 2 grammes. Donc, vous auriez tendance à dire triglycérides supérieurs à 2 grammes, je mets un fibrate. Non, c'est une statine avec un niveau de recommandation 1. Si malgré la statine, les triglycérides restent élevés, on peut rajouter quand elle sera disponible, donc l'icosapent éthyle, 4 grammes par jour pour réduire le risque conformément à l'étude Reduce-It. Est-ce que tout est dit? On ne le sait pas. Il y a actuellement en développement des molécules qui ciblent des effecteurs du métabolisme des triglycérides qui baissent de façon puissante autour de 50 à 60% de façon de prolonger les triglycérides. Voici pour une molécule, voici pour une autre. Et des essais thérapeutiques de grande ampleur sont en cours pour évaluer ces molécules. Donc, les triglycérides, vous l'avez compris, on ne peut pas admettre aujourd'hui qu'ils sont un facteur de risque et le traitement de première intention n'est pas un fibrate. Le LDL, jusqu'où le diminuer? Alors, la révolution des recommandations d'il y a 1 an et demi de l'ESC est toujours plus bas et encore plus bas. Si vous êtes un patient à très haut risque cardiovasculaire en prévention primaire ou vous êtes en prévention secondaire,
il faut atteindre un objectif de moins 0,55 g par litre de LDL cholestérol. Si vous êtes à haut risque, entre guillemets simplement, il faut obtenir un LDL en dessous de 0,7. Si vous avez fait dans les 2 ans 2 événements cardiovasculaires, que ce soit dans le même territoire ou dans 2 territoires différents, il faut obtenir un LDL en dessous de 0,40 g. Si vous êtes à risque modéré, il faut être en dessous de 1 g et le tout venant doit être en dessous de 1,16 g. Donc vous voyez les cibles, ça n'est plus du 1,30 g ou du 1,50 g, mais du 1,16 g, le taux maximal autorisé. Vous voyez qu'ici, pour les triglycérides, il n'y a pas d'objectif fixé, mais qu'il est mieux d'être en dessous de 1,50 g. Le non-HDL peut être une cible aussi envisagée, que l'ApoB peut aussi être une cible envisagée, mais comme on ne les dose pas ou on ne les calcule pas, le LDL est beaucoup plus simple. Les triglycérides, pas d'objectif. Chez les patients en prévention primaire qui ont une hypercholestérolémie familiale et qui sont considérés à haut risque, on n'est pas à 0,70 mais à 0,55 g. Pourquoi ces changements? Tout simplement parce que dans les années écoulées, on a eu la réponse à 4 questions. Première question, est-ce que les statines diminuent la mortalité totale en prévention primaire? La réponse est oui. Est-ce que les statines sont le seul traitement efficace, ce que l'on pensait jusqu'à 2015? La réponse est non. Est-ce que les statines ou un LDL trop bas procurent des troubles de la fonction cognitive? La réponse est non. Est-ce qu'il est utile de descendre en dessous de 0,7 ou 0,5? La réponse est oui. Et on va voir chacun de ces éléments. Premier élément, nous disposions de 4 méta-analyses sur des études de prévention primaire qui avaient évalué la mortalité totale. Dans ces 4 méta-analyses, on avait en gros une réduction de 8 à 10% de la mortalité totale qui était parfois non significative, parfois l'était, parfois l'était, parfois l'était pas. Et donc, on pouvait utiliser les arguments qu'on veut. Et donc, les collaborateurs du groupe Cochrane se sont dit, on va refaire la méta-analyse en ne prenant que les études qui sont les mieux faites. Et ils publient en janvier 2011 une étude avec le premier nom Taylor pour juger en ne prenant que les études les mieux faites. Et vous voyez, on tombe à 34 000 patients plutôt que les 40 ou 60 et quelques mille, pour juger s'il y a une réduction de la mortalité totale. Et la réponse est oui. 16% de réduction de la mortalité totale, donc janvier 2011, en prévention primaire, avec les statines, et c'est très significatif. Ils referont la même étude en janvier 2013 en ajoutant 2 études parues entre-temps, et ils auront le même chiffre. Là, cette fois, ce sera moins 17%. Est-ce que les statines sont le seul traitement efficace? On l'a longtemps pensé, puisque les seuls essais positifs étaient ceux avec les statines, au point qu'on ait parlé d'effet pléiotrope et de ne pas savoir trop s'il fallait baisser le LDL. Et en 2015, paraît une étude qui s'appelle Improve It, 18 000 patients, ézetimibe contre placebo en plus de statine. Alors, la réduction relative du risque est très faible, c'est moins 7%, mais on a un bénéfice significatif de réduction des événements en prévention cardiovasculaire secondaire sans effet notable. Et donc, à partir de ce moment-là, les statines ne sont plus le seul traitement efficace. En 2017, 3 autres études, Fourier avec l'évolocumab, un recul qui est assez faible, qui est de l'ordre de 2,5 ans, et pareil, évolocumab contre placebo, donc un anti-PCSK9, on a une réduction de 15% des événements cardiovasculaires et vous voyez que c'est très significatif. Si l'on regarde à quoi est dû le bénéfice du traitement, on prend ici ce qu'on appelle la droite de régression entre la baisse du cholestérol LDL en absolu, donc pour 1 millimole, on a 22% de réduction des événements à 5 ans, et l'étude Improve It va se situer sur la droite de régression. Vous avez ici ce que l'on obtient dans la méta-analyse faite avec toutes les études contre statine sur les événements coronariens, les événements, etc. Et quand on regarde ce qu'on a obtenu dans Fourier avec l'évolocumab, vous voyez qu'on est exactement au même niveau d'effet. Et donc, tout passe par la baisse du LDL cholestérol. Dès lors qu'on a une baisse équivalente pour 1 millimole, on a le même effet. Année 2018, par contre, 3e étude, Odyssey Outcome, avec l'alirocumab chez des patients qui ont un syndrome coronaire de moins d'1 an. Et pareil, dans un recul qui est situé entre 2,5 et 3 ans, donc 2,8 ans, on a une diminution significative et de 15% en valeur relative des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, les statines ne sont plus le seul traitement efficace. Est-ce que les statines en elles-mêmes ou un LDL trop bas peuvent procurer des troubles cognitifs? Ce que beaucoup craignaient.
Ici, une étude, donc son complément qui s'appelle HOPE Cognition, HOPE 3, rosuvastatine contre placebo. On prend les patients de plus de 70 ans, 5 ans de recul, et on évalue par 3 tests différents les fonctions cognitives. Vous avez en jaune le groupe placebo. Alors, avec ce test-là, quand ça diminue, les fonctions cognitives diminuent. Avec ce test-là, quand la valeur augmente, les fonctions cognitives diminuent aussi. Et le problème est très simple. Malheureusement, avec l'âge, au bout de 5 ans, quand on a plus de 70 ans, on perd un petit peu de ses fonctions cognitives. Mais qu'on ait un placebo ou une statine, vous voyez qu'on a exactement le même effet. Les statines ne modifient en rien le déclin des fonctions cognitives. Dans l'étude Fourier, une sous-étude qui s'appelle Ebbinghaus va regarder, en prenant un test qui s'appelle le Cantab, est-ce qu'il s'est modifié entre l'inclusion dans l'étude et le suivi, suivant le LDL atteint, plus de 0,4, entre 0,25 et 0,4 et moins de 0,25. Alors, dans le groupe placebo, on n'a aucun patient à moins de 0,25, mais on a 661 patients dans le groupe traité. Ici, vous avez pareil. Et vous voyez que vous soyez sous placebo ou sous traitement, même si le LDL descend en dessous de 0,25, le test de fonction cognitive par rapport à l'état de base ne s'est pas modifié. Il n'y a pas d'effet d'un LDL trop bas sur les fonctions cognitives. Enfin, est-ce qu'il faut descendre en dessous de 0,7 voire 0,5? Vous aviez ici un premier enseignement dans le Lancet en 2010 qui était une méta-analyse de toutes les études faites avec les statines forte dose contre faible dose, statine contre contrôle le plus souvent placebo ou tous essais. Et vous avez ici le bénéfice relatif, ici, pour une baisse d'une millimole de LDL, et que le LDL au départ soit à moins de 0,2, c'est-à-dire à moins de moins de 2 millimoles, c'est-à-dire à moins de 0,80 de départ ou à plus de 3,5 millimoles, vous avez un effet qui est homogène, que vous utilisiez une plus forte dose de statine contre une plus faible dose, statine contre contrôle, et vous voyez ici que le LDL soit en dessous de 2 millimoles, vous le baissez d'une millimole, donc vous arrivez en dessous de 0,4, vous avez le même bénéfice que quand vous partez de beaucoup plus haut. Donc, il n'y a pas de bénéfice qui soit lié au LDL de départ. Le bénéfice est strictement proportionnel à la baisse absolue du LDL. Dans l'étude Fourier, les patients avaient au départ en moyenne l'équivalent de 0,9 g de LDL et les anti-PCSK9 étant très puissants baissent en moyenne de 50 à 60% le LDL. Et vous voyez que dans le groupe traité, pendant toute l'étude, et c'est une moyenne, on avait 0,30 g de LDL. Donc, on est très bas. Et le bénéfice s'est manifesté significativement sur le critère primaire qui associait les revascularisations coronaires, les angores instables et le critère classique. Mais quand on prend que le critère classique, décès cardiovasculaire, infarctus et AVC, on est en moins de 3 ans à moins 20% en ayant baissé le LDL de 0,9 à 0,30. Vous avez ici dans la même étude une chose particulière. Le LDL, la courbe de Gauss des patients sous placebo, et le LDL, la courbe de Gauss des patients sous traitement. Donc 0,9 en moyenne sous placebo, 0,3, mais vous voyez qu'on a des patients qui sont très très bas et même à 0. Et ici, vous avez l'incidence de tous les événements, décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, angor instable et revascularisation coronaire en fonction du LDL atteint. Et là, les 3 événements, infarctus, AVC et IDM, en fonction du LDL atteint. Et vous voyez que même pour 0,5 millimoles, c'est-à-dire en gros 0,2 g de LDL, eh bien, il vaut mieux avoir 0,2 g que 0,4, que 0,8, etc. On a vraiment une relation linéaire sous traitement entre le LDL atteint et le risque d'événement. Et donc la synthèse pratique de ces études, elle s'exprime comme ça. Pour toute différence absolue en millimoles de LDL, j'aurai une diminution relative du risque d'événement cardiovasculaire. Et en gros, à toute diminution d'une millimole, c'est-à-dire de 0,40 g de LDL, correspond en 5 ans une diminution en gros de 25% des événements cardiovasculaires. Tout à l'heure, j'ai fait une petite extrapolation que je vais modifier. Ça, c'est la droite de régression à 5 ans. Si on fait bien à 5 ans et qu'on remet IMPROVE-IT dans la droite, on est ici. Par contre, quand on met l'étude Fourier, on est en dessous. Et en fait, l'artifice a été de regarder cette méta-analyse, mais à 2 ans. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que au bout d'un an de traitement pour une millimole de réduction, vous avez 12% d'événements en moins. Au bout de 2 ans, 17%. Au bout de 3 ans, 20%. C'est-à-dire que le bénéfice s'amplifie au fil du temps. Toute millimole de réduction du LDL, si vous pouvez la maintenir,
a un bénéfice qui grandit au fil du temps. Et quand je redessine ce que je vous ai montré ici avec des droites, à 2 ans, le bénéfice de Fourier, il est bien sur ma droite de régression. Si l'étude avait duré 3 ans, on aurait sûrement été là. Si elle n'avait duré qu'1 an, comme l'ont été les études avec un autre anti-PCSK9, on était sur la droite de régression d'1 an. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'était l'effet à 2 ans dans les études statines contre placebo que vous avez ici et l'effet à 2 ans dans Fourier qui est bien concordant. Quand on regarde les registres, les études en randomisation mendélienne, donc ça c'est notre droite de régression pour 5 ans, à 12 ans de recul, pour 1 millimole de diminution du LDL, on a 33% d'événements en moins et à 52 ans, on a 54%. Plus on maintient longtemps la baisse du LDL, plus le bénéfice est important. Et donc, de quoi dépend le traitement? Du temps, du niveau de base du LDL, de l'amplitude de régression du LDL et du fait qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Et en prenant ce schéma où on pense qu'à 4-5 ans, on a une réduction autour de 22-25%, il est très facile de prédire le résultat qu'il y aura dans un essai thérapeutique. Je prends 3 essais avec des patients dont le LDL de base est à 2 grammes, ou 1 gramme, ou à 0,50 g, vous avez ici la traduction en millimol, et j'applique dans un essai un traitement qui diminue le LDL de 50%, et dans les autres, un traitement qui diminue le LDL de 15%. Si j'ai 5,2 millimoles et que je réduis de 50% mon LDL, ma baisse absolue va être de 2,6 millimoles et donc j'aurai une réduction des événements cardiovasculaires en 5 ans de 57%. J'applique ce traitement à des patients dont le LDL de base est bas, 0,50 g, c'est-à-dire 1 millimole 3. Je baisse mon LDL de 0,6 millimoles et je n'ai que 14% de bénéfice, ce qui peut être significatif si j'ai une grosse population, mais on voit bien qu'on a le même bénéfice qui est prédit par le LDL, sa valeur relative, elle dépend du niveau de départ. Si sur mes 2 grammes par litre, je prends un traitement qui baisse de 15% le LDL, je vais avoir une réduction non pas de 2,6, 1,56, mais seulement de 0,78 millimoles par litre du LDL, et donc une réduction des événements en 5 ans qui ne sera que de 17%. Et si j'applique ce traitement de faible puissance à un LDL bas, je n'aurai que 4,3% de réduction des événements cardiovasculaires. Alors, quel sera l'avenir? L'avenir seront des anti-PCSK9 injectables 1 fois tous les 6 mois qui vont permettre, en injectant 2 fois par an, d'obtenir, vous voyez, 40% de réduction du LDL avec ces traitements. Cette molécule qui s'appelle l'inclisiran est en phase d'évaluation. Donc, en 2021, quels sont les faits? Et on arrive aux conclusions. Les statines diminuent la mortalité en prévention primaire, c'est un élément acquis. Les statines ne sont plus les seuls traitements efficaces. Il n'y a pas de troubles des fonctions cognitives sous statine ou avec un LDL trop bas. Le plus bas est le mieux et au moins jusqu'à 0,20 g, qui est la cible que j'essaye de me fixer. Donc, mes messages de départ ont été clarifiés par cette présentation. Le HDL n'est plus un facteur de risque. Le statut des triglycérides reste ambigu. Le LDL est un facteur de risque cardiovasculaire. Plus on peut aller bas, mieux c'est. Le plus longtemps on peut aller bas, mieux c'est. Et tout l'effet des traitements aujourd'hui passe par la baisse du LDL. Les questions, ce sera mes diapositives de conclusion. Jusqu'où le diminuer et quand dois-je lever le pied? Je diminue le plus possible et je lève le pied uniquement quand je suis en dessous de 0,2 g par litre. Implication. Faire des seuils, les baisser plus encore, les abandonner. Le plus bas et le mieux, c'est le message le plus simple. Faut-il traiter uniquement en fonction du risque cardiovasculaire? La réponse est oui pour moi. Je traite un patient en fonction de son risque et non pas de son LDL et j'abaisse son risque en baissant le LDL le plus bas possible. En associant combien de traitements, ça dépend du risque de départ. S'il est à très haut risque et que j'ai du mal à baisser le LDL, j'utilise un anti-PCSK9 malgré son prix parce qu'il faut baisser le risque de ce patient. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur Diawar, pour cette belle présentation. Je crois qu'on a le droit maintenant à une séance de questions avant de passer à la prochaine présentation. Et donc, j'en profite, puisque j'ai la parole, de poser quelques questions et je ferai dans l'ordre de votre présentation, puisque vous avez commencé par
d'abord parler du HDL. Vous avez bien souligné, hein, c'est vrai que ce terme-là qui est de dire que le HDL est le bon cholestérol, il faut que ça, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut que ça disparaisse. C'est une manière peut-être probablement plus ou moins pédagogique pour faire comprendre c'est quoi la dyslipidémie aux gens, mais finalement ça transmet des messages erronés. Qu'en est-il finalement de quand on est déçu par toutes les thérapeutiques qui ont visé le HDL, mais on dit qu'il faut penser au non-HDL. Et vous avez beaucoup insisté sur l'importance du LDL. Alors, LDL, oui, et après, on nous dit qu'il y a un risque résiduel et on nous fait penser à l'importance de prendre en considération ce fameux cholestérol non lié au LDL, le non-HDL. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une cible ou pas, ou est-ce qu'il faut tout simplement viser des taux les plus bas possibles de LDL et ce sera suffisant? Alors, le LDL, c'est une lipoprotéine qui contient des particules hétérogènes et d'autres qui sont plus ou moins neutres ou plus ou moins différents. Et le vrai facteur hétérogène est l'ApoB. Le mieux, mais on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait comme ça, le mieux serait de doser l'ApoB, de faire des études de quantification d'ApoB et de régression de diminution de l'ApoB. Ça n'est pas fait comme ça, c'est tout, point. Donc on se base sur le LDL en sachant que plus les triglycérides sont élevés, plus on aura des valeurs fausses de LDL, mais plus le LDL est physiologiquement bas, plus les valeurs seront fausses aussi. Deuxième chose, certains traitements peuvent artificiellement baisser le LDL, je pense aux inhibiteurs de la CETP, alors que l'ApoB ne régresse que très peu. Quand on est dans un doute, on peut soit demander une ApoB, soit calculer soi-même le nombre d'HDL. Et dans les recommandations européennes, on voit les cibles qui sont fixées. Le plus simple aujourd'hui, et c'est simplement pour être pratique, comme le LDL est donné dans les bilans biologiques, dès lors qu'on n'a pas un trop gros niveau de triglycérides, on peut se fier au LDL, qui est la façon la plus simple de procéder. Si on a des triglycérides élevés, le mieux est non pas de calculer le LDL par la formule de Friedewald, qui est la plus employée, celle qu'utilisent les laboratoires de biologie, mais de le doser, en sachant qu'il y a cette petite marge. Les LDL bas seront moins bien quantifiés que les LDL un peu plus élevés, mais peu importe, s'il est bas, c'est tant mieux. Voilà un petit peu la philosophie pratique. Après, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Absolument. Et cette histoire de risque résiduel à travers laquelle on a voulu pour un certain temps, puisque je passe à l'étape suivante dans laquelle vous avez bien clarifié que les triglycérides, ce n'est pas une cible, les fibrates, ça n'ajoute pas énormément en matière de réduction des événements ischémiques. Eh ben, nous, on nous a pendant longtemps parlé de risque résiduel et que la solution, ce serait d'associer statine fibrate. Donc, si je vais dans le sens de ce que vous avez dit, non, le risque résiduel, c'est absolument pas ça, mais c'est plutôt baisser le LDL au maximum. Alors, il y a une chose évidente, c'est que le risque résiduel, c'est un concept bateau parce qu'il existera toujours. Si vous diminuez, on va prendre un élément simple, vous diminuez la vitesse en voiture, vous mettez des ceintures de sécurité et vous demandez aux gens de rouler à 30. Il n'y a pas zéro accident. Il y aura toujours un risque résiduel. Vous mettez les voitures à l'arrêt, il y aura moins de risques. Mais rien n'empêche à l'arrêt de se prendre un poids lourd et d'y rester. Donc, il y aura toujours un risque résiduel. Pourquoi ce concept a été mis en avant? C'est à la demande de 2 laboratoires en passant par une société de conseil qui s'appelle RAND, qui a dit on ne pourra pas se battre contre les statines avec nos fibrates et donc il faut trouver quelque chose qui fasse associer les fibrates aux statines. Là où le concept a fini par s'éteindre, c'est quand des études comme ACCORD notamment ont montré qu'ajouter un fibrate à une statine ne changeait pas grand-chose. Quand une étude comme FIELD avec le fibrate chez 9000 diabétiques suivants a montré que ça ne modifiait pas le risque cardiovasculaire. Donc on avait un concept, mais on n'avait pas le traitement qui allait avec. Par contre, quand on a eu IMPROVE-IT et les études avec les anti-PCSK9, on a réduit encore le risque résiduel. Donc le risque résiduel, il existe, peu importe, il ne doit pas être fait dans la théorie pour promouvoir un traitement. C'est un concept de base mais on doit démontrer que le traitement qu'on promeut par ce concept est efficace. Ce que n'ont pas réussi à faire les médicaments qui étaient promus par ce concept.
Très bien, j'ai une autre question. Maintenant, je passe à une autre lipoprotéine pour un peu faire le tour de la question, qui est la lipoprotéine A, dont on a beaucoup parlé dans les recommandations, et qui est aussi hétérogène, voire plus que le LDL, et en plus, elle favorise les thromboses et les plasminogènes-like. J'avais compris pendant un certain temps que l'épuration de cette lipoprotéine est essentiellement rénale. Et de là, ma question, est-ce que chez les patients qui ont une maladie rénale chronique, il va falloir s'acharner plus sur le LDL, c'est-à-dire le baisser trop bas, en imaginant, comme vous l'avez dit, que en laissant des statines à forte dose pendant longtemps avec des LDL trop bas, on va pouvoir diminuer même cette lipoprotéine A et donc réduire. Est-ce que mon raisonnement est logique? Alors, je vais prendre la conclusion que j'avais donnée avec les triglycérides concernant l'ALP petit a. Son statut pour moi aujourd'hui reste ambigu. C'est sûr que c'est un marqueur de risque et on a beaucoup d'éléments pour dire que c'est thrombogène et athérogène comme le sont les triglycérides par ailleurs. On n'a pas la preuve absolue, mais certains essais avec des traitements spécifiques sont en cours pour essayer de démontrer qu'en ne visant que l'ALP petit a ou surtout l'ALP petit a, on va obtenir un bénéfice. Donc aujourd'hui, c'est un outil de recherche pur et simple. Et je n'irai pas dans la pratique donner des conseils quels qu'ils soient. On n'a aucune base solide pour le dire. La deuxième chose, vis-à-vis de l'insuffisance rénale, peu importe ce qu'on va dire le métabolisme de l'ALP petit a, on n'a pareil dans l'insuffisance rénale aucune preuve que modifier les taux de LP petit a apporte un bénéfice. Et dans l'insuffisance rénale, j'en profite juste pour dire une chose, il y a deux situations cliniques où les statines n'ont aucun bénéfice, enfin elles ont un bénéfice absolument nul, c'est dans l'insuffisance rénale dialysée terminale, malgré un risque cardiovasculaire qui est rédhibitoire, et dans l'insuffisance cardiaque, pour une raison simple, c'est que les patients meurent surtout du cœur plutôt que de leur vaisseau. Et tout ça pour dire que quand on a un risque élevé dans l'insuffisance rénale avant le stade d'insuffisance rénale terminale, le premier traitement, c'est de baisser le LDL pour diminuer le risque cardiovasculaire. Alors après, là où il y a une ambiguïté, c'est que parmi tous les traitements dont on dispose, certains, comme les anti-PCSK9, baissent aussi la LP petit a. Et on a pensé, certains émettent l'idée que le bénéfice des anti-PCSK9 viendrait principalement de leur effet sur la LP petit a. Oui, mais il faudrait alors démontrer par toutes les autres études qu'il y a une proportionnalité entre la baisse de LP petit a et la baisse des événements. Ce que l'on n'a pas, la seule chose que l'on ait, c'est cette proportionnalité avec le LDL ou le non-HDL. Parfait. Donc, moi, j'ai 4 questions courtes pour ne pas vous embêter davantage. Donc, ça va être courte avec réponse courte, si vous permettez. On va essayer court. Oui, mais je l'ai vu dans les questions qui tombent et je crois que c'est des craintes. Par exemple, la première, statine et risque de cancer. Alors, ça, c'est très simple. On a les méta-analyses dont on dispose ont pour certaines plus de 300 000 patients. L'effet sur quel que soit le risque de cancer est strictement neutre, ni en plus ni en moins. Ça ne prévient pas, ça n'augmente pas. Statine et prévention primaire, notamment chez quelqu'un qui est sportif, qui a aucun facteur de risque, qui est jeune, avec un LDL à 1,60. Alors, quand on est dans des populations où la question se pose, je crois que le médecin ne doit pas forcer les choses et que c'est un choix individuel. Moi, j'ai un âge où je pourrais prendre une statine, je sais que je vais diminuer mon risque. Même si j'avais 30 ans de moins, je sais que je diminuerai mon risque. Si j'arrive à diminuer d'une millimole mon LDL, on l'a vu sur les droites de réaction que je vous avais montré, j'ai une forte probabilité de diminuer mon risque d'événement à long terme. Et après, ça devient un choix individuel, la prise en charge du risque. Est-ce que j'ai envie de fumer? Est-ce que j'ai envie de boire ou autre? Ça, je ne le fais pas, mais parce que là, c'est du moins, c'est un comportement que j'ai dit. Est-ce que je veux prendre un traitement en plus? Un médecin peut tout à fait conseiller à son patient un traitement qui lui sera probablement bénéfique à un faible degré si son risque est faible. En revanche, s'il veut, comment expliquer ça?
avoir des arguments, il peut rechercher chez son patient, et on a des fois des surprises, et c'est pour ça que ce n'est pas conseillé de le faire à large échelle, un score calcique coronaire ou un Doppler carotidien, c'est-à-dire rechercher déjà des traces d'athérome, ou un bilan lipidique plus complet, effectivement doser la L-peptida pour voir si ce patient est pareil. Mais si dans sa famille, il n'y a pas d'événement et que lui a une vie saine, c'est un choix personnel après. Parfait. Donc, comme promis, 2 questions courtes supplémentaires. En cardiologie, faut-il maintenant bannir les statines à faible intensité comme la simvastatine? Ma réponse est non pour une raison très simple, c'est le problème de dose maximale tolérée. Et pravastatine 10 mg, fluvastatine 20 sont parfois les seuls traitements qu'un patient puisse tolérer. Et tolérer parce qu'on est à faible dose. Et il vaut mieux ça que de la levure de riz rouge dont on ne sait pas la quantité de statine qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut les bannir de la pratique, mais il faut les garder en réserve pour les cas où on en a besoin. Très bien. Quelle place pour les fibrates en 2021? En cardiologie, je dirais. Alors, leur place est très simple. Ils ne sont pas inefficaces. Le problème est que, comme tout passe par le LDL, la réduction du LDL qu'ils procurent est très faible. Dans Field, on n'avait quasiment pas de réduction du LDL. Dans Accord non plus. Et en gros, même si on va vous montrer des études de petites séries à faible durée, on ne dépasse pas en moyenne 12% de réduction du LDL, ce qui est très faible. C'est-à-dire c'est moins que les éthymines. Et le problème des fibrates, excusez-moi, c'est que si vous regardez une étude comme Field, qui est la plus grande contre placebo, on a une augmentation de 39% du risque de pancréatite et un doublement du risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Ce qui veut dire que le faible effet cardiovasculaire bénéfique sur les événements athérothrombotiques est malheureusement contrebalancé par des effets néfastes qui vont faire que la mortalité ne bouge pas d'un poil. Donc les fibrates sont quasiment des traitements de dernière intention, même si les triglycérides sont élevés. Pour ma part, je vous remercie énormément, Saïd et professeur Soulami, si vous avez… Juste 2 petites questions, si vous permettez. Je voudrais un petit peu savoir les PSK9, qu'est-ce que ça devient en France et combien ça va coûter? Est-ce que votre combat, vous l'avez eu? Est-ce que ça va être remboursé? Et puis, vous avez parlé du fait que les fibrates peuvent favoriser une embolie pulmonaire. Je voudrais savoir par quel mécanisme, s'il vous plaît. Alors, très clairement, on ne le sait pas. Pour la réponse sur les fibrates, enfin, ou on le sait peut-être, mais moi je ne le connais pas. Donc je vais dire, je me suis pas penché, j'ai juste constaté qu'il y a un effet concordant. Alors que les statines, paradoxalement, diminuent le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, comme les anti-PCSK9. Le dossier des anti-PCSK9 en France a évolué le 20 décembre, où il y a eu 2 publications au journal officiel qui en autorise le remboursement en prévention cardiovasculaire secondaire. Alors, les prix sont assez faramineux. En gros, c'est 450 € par mois. Vous voyez tout de suite l'ampleur. Mais il y a un schéma médico-administratif pour arriver à les prescrire qui est assez compliqué. Il faut une demande d'accord préalable, vérifier que le patient est dans l'indication, vérifier… Alors, on ne peut pas le prescrire s'il est intolérant aux statines. On ne peut pas le prescrire s'il n'a pas une statine à la dose maximale tolérée, s'il n'a pas déjà de l'ézetimibe, s'il est candidat à la LDL ASA-FRS. Quand on a rempli toutes ces… Et s'il est en dessous de 0,7 de LDL. Donc, quand on a rempli toutes ces cases, on soumet la demande et on peut avoir l'autorisation de le prescrire. Pour 1 an et uniquement par des spécialistes. Le généraliste ne peut pas les prescrire, ne peut pas les renouveler. Et au bout d'1 an, le renouvellement est fait par un spécialiste et les spécialistes reconnus sont les cardiologues, les endocrinologues, diabétologues et les médecins internistes. François, s'il te plaît, 2 petites questions courtes concernant les patients qui sont un petit peu les plus récalcitrants et qui ont encore un petit doute sur l'efficacité des statines et sur le risque des statines. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, que par chance, le gros de la polémique, c'était 2013. Il y a encore 2 énergumènes qui, sur Internet, remuent beaucoup les choses, mais le contexte médiatique est un peu parti, sauf qu'il reste cette idée, non pas les statines ne vont pas me protéger, mais les effets indésirables musculaires qui font peur. Et donc, il y a un effet nocebo qui est tout à fait net. On peut réussir, alors c'est pas du tout assuré, réussir à dire, vous savez, le bénéfice est tellement supérieur, d'ailleurs il y a une réduction de mortalité et des événements, et moi je montre carrément des courbes Kaplan-Meier sur mon écran, le bénéfice est là. Si vous prenez le traitement avec votre niveau de risque, le bénéfice est là.
Les effets secondaires, on va les gérer ensemble, on va diminuer la dose et voir. Et très souvent, l'effet secondaire qui est rapporté, c'est j'ai mal à l'épaule, c'est souvent une périarthrite scapulo-humérale ou des choses comme ça. Et je leur dis clairement, les effets secondaires des statines, c'est pas ça. C'est pas je peux pas lever mon bras pour me peigner, c'est les douleurs diffuses comme quand on a fait du sport et quand on a un tout petit peu de pédagogie, on a l'impression que chez certains ça va marcher, ce qui n'est pas absolu. C'est toujours une discussion un peu plus longue dans la consultation. Le patient qui a un prédiabète et qui a un petit peu cette hantise et qui a entendu parler que les statines peuvent précipiter vers le diabète, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors ça, c'est assez facile. Je lui dis, il vaut mieux vivre plus longtemps avec un diabète sans infarctus. Bonjour. Il vaut mieux vivre plus longtemps avec un diabète et sans infarctus que faire un infarctus et ne pas avoir de diabète. Et que donc vous êtes gagnant à avoir le traitement. Alors, j'enrobe ça, je dirais. Même si vous avez un petit risque d'augmenter, de devenir diabétique, vous avez un beaucoup plus forte chance de réduire votre risque d'infarctus et d'AVC en prenant le traitement. Absolument, merci. Merci beaucoup. Merci énormément pour cette belle présentation et pour vos réponses très claires. Je crois qu'on va passer maintenant à la deuxième présentation. Professeur Saad Soulami, à toi la parole. Merci mon cher, merci. Bien, alors je vais tout d'abord présenter le professeur Abdellah Al-Mghraoui. Je suis très fier de vous présenter pour la simple raison que je vous dis que je ne vous connais pas, mais quand j'ai lu votre CV, j'étais vraiment très fier de savoir que je vais présenter à une grande personne. Alors, il est rare, bien sûr, qu'un cardiologue présente un rhumatologue, mais il faut absolument qu'on parle de ça. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Alors, le professeur Abdellah Al-Mghraoui est professeur de l'enseignement supérieur en rhumatologie à la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Il est ancien chef de service de rhumatologie à l'hôpital militaire de Rabat. Il a été vice-président et président de la Société marocaine. C'est sur la vitamine D. On va en faire Il est un ex-directeur de l'UPR de rhumatologie. Je ne peux pas le reprendre, c'est à ça qu'il peut le reprendre. Pardon? Désolé, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci, il y a un bruit de fond. Oui. Pardon, ça. Très bien. Vous êtes ex-directeur de l'UPR de rhumatologie et de médecine physique et de réadaptation à l'université Mohamed V Suissi. Vous êtes directeur de la publication de la revue marocaine de rhumatologie. Et vous avez de tas de publications, je ne veux pas toutes les citer, qui sont très bien. Et vous êtes également membre du comité du Scientific Advisor de l'International Osteoporosis Foundation. Vous êtes créateur et désigné et webmaster d'un site médical dédié à la rhumatologie, qui s'appelle Rhumato Info, d'ailleurs pour lequel vraiment j'ai été me connecter ce matin, ainsi que webmaster du site de la Société marocaine de rhumatologie, voilà, et de la revue marocaine de rhumatologie. Alors c'est une fierté de vous présenter, mais là je vais quand même te tutoyer, voilà, ça va être beaucoup plus simple, pour te dire que c'est un plaisir et un honneur de te présenter et que tous les cardiologues seraient fiers d'entendre un petit peu ce que tu vas nous dire, quelque chose de très important que nous rencontrons sur le plan pratique, qui est celui de la vitamine D et de risque cardiovasculaire. À toi la parole et merci d'avoir accepté l'invitation de l'AMCAR. Écoute, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de faire donc cette présentation. Je suis très heureux de l'invitation. Et ça me permet de parler d'un sujet que j'aime beaucoup, donc la vitamine D, dans le risque cardiovasculaire, donc, et parler à mes amis cardiologues de l'intérêt de cette vitamine et de tous les problèmes d'actualité qui concernent cette vitamine. Alors, il y a effectivement un engouement, pas uniquement au Maroc, mais international, concernant la vitamine D. Et, alors, que ce soit dans les magazines grand public, un peu partout, que ce soit des livres scientifiques, on a vu foisonner récemment des dizaines et des dizaines de livres qui parlent de vitamine D et de ses effets supposés miraculeux. Donc, vous voyez un peu les titres des livres Source d'éternelle jeunesse, Fontaine de jouvence, etc. Même les publications scientifiques, là vous voyez un peu le nombre de publications sur PubMed. Les dernières années, on est arrivé à plus de 4500 articles sur la vitamine D par an, plus d'une centaine de méta-analyses par an, donc quelque chose d'énorme. Et puis, c'est parti dans tous les sens et dans toutes les
dans toutes les spécialités, toutes les maladies. Donc, vous voyez un petit peu toutes les hypothèses qu'on voit. La vitamine D pourrait diminuer, donc alors des tas de maladies systémiques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, sclérose en plaques, les maladies psychiatriques, Alzheimer, dépression, schizophrénie, suicide, les cancers, les leucémies, les maladies infectieuses, alors la tuberculose avant. Et je pense que vous avez tous vu, avec le Covid-19, tout le monde s'est mis à la vitamine D en espérant diminuer le risque d'attraper la maladie ou de diminuer le risque d'avoir des formes graves. Donc voilà, alors qu'en est-il réellement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Avec tout ça, les dosages, les prescriptions de dosage de la vitamine D ont explosé les dernières années. Alors au Maroc aussi, tout le monde s'y est mis, toutes les spécialités, médecins généralistes et même les patients. Je pense que vous tous, vous avez dû avoir des malades qui viennent vous voir vous demandant de leur prescrire la vitamine D. Alors le problème, c'est que quand vous allez la doser, il y a de très fortes chances que le taux revienne bas. On avait fait cette étude il y a quelques années, on avait trouvé un pourcentage de 86% des patientes ménopausées qui avaient des taux de vitamine D inférieurs à 30 nanogrammes, c'est-à-dire en insuffisance, on va y revenir tout à l'heure, et même pratiquement la moitié qui était en carence. Donc, il y a plusieurs autres études qui ont été faites au Maroc et qui sont concordantes. Le taux d'insuffisance et de carence est très fréquent dans notre population. Alors, dans le monde, c'est pareil aussi. Les taux varient de 50-60% dans la plupart des pays du monde. Et paradoxalement, ce sont les pays les plus ensoleillés où on a les taux de carence les plus élevés. On va y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai structuré ma présentation en 10 questions. Je vais commencer par rappeler un peu ce que c'était que la vitamine D. Je vais insister sur la deuxième question, c'est-à-dire la relation entre déficit en vitamine D et ses effets systémiques, et bien sûr insister sur le thème d'aujourd'hui, sur le risque cardiovasculaire. Et brièvement, je vais essayer de répondre aux autres questions. C'est chez qui faut-il doser, comment faire, chez qui faut-il supplémenter, comment supplémenter, quelle dose, comment suivre, etc. Donc, je commence par la première question, d'où vient la vitamine D? Qu'est-ce que c'est que la vitamine D? Alors, la vitamine D, en fait, tout est parti du rôle de la vitamine D dans la pathologie osseuse. On sait que la carence en vitamine D, on le sait depuis longtemps, est responsable de 2 maladies, qui sont en fait la même maladie. Chez l'enfant, on l'appelle le rachitisme. Chez l'adulte, on l'appelle l'ostéomalacie. Comment ça se passe? Alors, la carence prolongée en vitamine D va commencer par donner des douleurs osseuses, des douleurs musculaires, et puis, petit à petit, faiblesse musculaire, déformation osseuse, et des fissures et des fractures vont s'installer, aggravées par le risque de chute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 maladies vont complètement guérir en administrant de la vitamine D. Donc, en corrigeant la carence en vitamine D, on guérit totalement le rachitisme et l'ostéomalacie. L'histoire de la découverte de la vitamine D est partie de là. Donc, déjà dans le 19e siècle, on avait remarqué qu'on pouvait guérir un peu le rachitisme en administrant de l'huile de foie de morue aux enfants. Puis, au début du 20e siècle, on a remarqué l'effet bénéfique du soleil. Et c'est ce chimiste McCollum, c'est un chimiste américain, qui avait découvert la vitamine A et la vitamine B. Et donc, c'est lui qui a chauffé l'huile de foie de morue, donc, ce qui permettait de détruire la vitamine B. Et donc, il a prouvé qu'en faisant ça, il arrivait quand même à guérir le rachitisme. Et donc, il a évoqué l'hypothèse qu'il y avait une vitamine dans l'huile de foie de morue qui n'était pas A et qui n'était pas B. Et donc, il a dénommé D, puisque là, entre-temps, la vitamine C a été découverte. Alors, quelques années plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, la vitamine D n'est pas vraiment une vitamine. Parce qu'en fait, la définition de la vitamine, c'est une substance que le corps ne peut pas produire, qui est indispensable au fonctionnement et dont la carence va entraîner une maladie. On va découvrir que la vitamine D peut être produite par le corps humain et qu'en fait, c'est une pro-hormone avec toutes les caractéristiques d'une hormone. Je vais y revenir après. Bon, alors, la structure de la vitamine D a été découverte en 1928 et a valu le prix Nobel à son découvreur, c'est ce chimiste allemand. Et donc, il y a 2 types de vitamine D. Il y a une vitamine D végétale, qui est la vitamine D2, qui s'appelle l'ergocalciférol, et puis il y a une vitamine D3 animale,
qui s'appelle cholécalciférol et qui est donc qui peut être exogène, mais essentiellement endogène. Alors, elles sont chimiquement très proches. Et voici un petit rappel sur le rôle physiologique de la vitamine D. Alors, 90% des apports en vitamine D sont apportés par le soleil et son effet sur la peau. Donc, les rayons ultraviolets vont transformer un dérivé de cholestérol qui existe dans la peau en vitamine D3, qui est le cholécalciférol. Moins de 10% est apporté par l'alimentation. Donc, ce cholécalciférol, en fait, c'est une pro-hormone, il n'est pas actif, et il va, en passant par le foie, être hydroxylé en position 25 pour donner le 25-hydroxyvitamine D3, qui va passer par le rein et qui va être hydroxylé à ce niveau une deuxième fois et qui va donner le 1,25-dihydroxyvitamine D3, qui est la véritable hormone active et responsable de tous les effets de la vitamine D. Donc, quel est le rôle de cette hormone 1,25-dihydroxyvitamine D3? Il va viser essentiellement deux tissus cibles. L'intestin, il va augmenter l'absorption intestinale de calcium et essentiellement l'os. Elle va permettre la fixation du calcium au niveau de l'os et favoriser le remodelage osseux et donc toute la physiologie du remodelage osseux. Elle va en fait stimuler à la fois la résorption et la formation osseuse et pour avoir un os de qualité. Mais elle va participer essentiellement aussi à la régulation de la calcémie. Donc, comme vous le savez bien sûr, la calcémie doit rester dans une fourche assez étroite. L'hypocalcémie et l'hypercalcémie sont toutes les deux très dangereuses. Et donc, la régulation de la calcémie passe essentiellement par la parathormone, qui est donc directement liée au taux de vitamine D. Donc, dès que la vitamine D baisse, évidemment, l'absorption en calcium intestinale en calcium va baisser. Et donc, la calcémie va baisser et la parathormone va immédiatement réagir. Donc, dès que la vitamine D baisse, il y a une hyperparathyroïdie secondaire qui va aller chercher le calcium là où il est, donc le stock, c'est au niveau de l'os, et elle va entraîner une résorption osseuse très rapide pour permettre de garder une calcémie dans les limites de la normale et éviter donc les problèmes. Et donc, on va voir tout à l'heure ce lien très important à retenir entre vitamine D et parathormone. Alors, la synthèse cutanée en vitamine D est malheureusement très aléatoire. Elle va dépendre des saisons, elle est plus importante en été qu'en hiver. Elle va dépendre d'un tas de paramètres, de la pigmentation cutanée, on va y revenir tout à l'heure, le fait de mettre des écrans, le fait de mettre des habits, de mettre un voile, de s'exposer derrière une vitre. Tout ça va diminuer la production de vitamine D, voire pratiquement l'annuler. L'angle d'élévation du soleil, la présence de nuages, la pollution, etc. Tout ça, c'est des paramètres qui vont conditionner combien on va synthétiser de vitamine D. Par contre, par cette voie naturelle, il n'y a jamais d'intoxication en vitamine D. Alors, il y a des classifications maintenant pour définir le type de peau. Vous voyez par exemple cette classification de Fitzpatrick qui est utilisée par les dermatologues et il a été maintenant clairement démontré que plus on a la peau foncée et moins on fabrique de vitamine D. Et qu'il faut absolument 4 à 5 fois plus de temps d'exposition solaire quand on est foncé par rapport à une peau très blanche pour fabriquer le même taux de vitamine D. Donc, quelqu'un qui a une peau très blanche peut, avec 10 minutes ou 15 minutes d'exposition solaire, fabriquer des stocks de 3 mois de vitamine D, alors que quelqu'un de très foncé, il lui faut beaucoup plus, plusieurs heures pratiquement pour arriver à fabriquer le même stock de vitamine D. Alors, ça, c'est une carte de la distribution de la couleur de peau des êtres humains avant les grandes migrations. Et il y a même une théorie maintenant sur l'évolution d'Homo sapiens. On pense que les premiers Homo sapiens, donc partis d'Afrique, avaient la peau très foncée et en allant vers les pays, vers les pays du Nord, il y a eu des mutations génétiques qui ont entraîné donc l'évolution des êtres humains vers des peaux blanches pour leur permettre en fait de fabriquer de la vitamine D. Et même ces mutations maintenant sont étudiées, sont répertoriées. Bon, c'est un terrain très intéressant sur l'évolution d'Homo sapiens dans la Terre. Alors, pour parler des sources naturelles de vitamine D, elles sont très rares. Alors, à moins que vous aimiez
l'huile de foie de morue ou le saumon. Il y a très peu de vitamine D dans les aliments. Je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est pour cela que la plupart des pays industrialisés ont demandé aux industriels de fabriquer ou d'enrichir les différents produits, donc produits laitiers, les huiles, les jus, etc., en vitamine D pour lutter contre l'épidémie de carence en vitamine D. Alors malheureusement, encore chez nous, ça ne se fait pas beaucoup, mais dans tous les pays industrialisés, maintenant, c'est quelque chose qui est absolument bien répandu. Alors j'arrive maintenant au cœur de la question. Quelle est la relation entre déficit en vitamine D et les différentes maladies, et notamment donc, la pathologie cardiovasculaire? Alors, est-ce qu'il y a un rationnel? Oui, il y a un rationnel. Le récepteur de la vitamine D, par exemple, a été retrouvé partout, dans toutes les cellules de l'organisme. Et on a démontré que la vitamine D intervenait au niveau nucléaire dans pas mal de réactions, notamment de réactions de fabrication de protéines. Donc, il y a un rationnel. Il y a plein d'études fondamentales, d'études animales qui montrent que la vitamine D intervient, par exemple, dans la contractilité des cardiomyocytes, dans la physiologie des cellules musculaires lisses, dans la coagulation, dans le système immunitaire. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a un rationnel pour dire qu'il est possible que la vitamine D intervienne dans la protection cardiovasculaire. Alors maintenant, il y a plein d'études observationnelles qui ont montré un lien entre déficit en vitamine D et risque cardiovasculaire. Alors, vous voyez ici, c'est des études très, très larges de plusieurs dizaines de milliers de patients. Alors, quand on dit études observationnelles, c'est en général, on prend une grande série de patients, par exemple, qui ont une maladie cardiovasculaire, infarctus, AVC, etc. Et on voit leur taux de vitamine D et on compare soit ceux qui ont des taux bas par rapport à ceux qui ont des taux normaux, ou on les compare par rapport à une population générale. Alors, toutes les études sont pratiquement concordantes et montrent que les populations de personnes avec pathologie cardiovasculaire ont des taux de vitamine D plus basses que les autres. Alors, des méta-analyses aussi montrent, vous voyez que pratiquement avec un déficit en vitamine D, on a 2 fois plus de risques d'avoir une pathologie cardiovasculaire, une coronaropathie. La même chose pour la mortalité, le risque est augmenté de 54% dans cette méta-analyse, par exemple. Et puis, on retrouve ça un peu partout. Donc, d'autres méta-analyses récentes, toujours risque de mortalité augmenté de 54% et risque d'incidence des maladies cardiovasculaires augmenté de 44%. Cette dernière étude montre que la relation n'est pas linéaire et qu'elle serait plutôt en U, avec, vous voyez que le risque est augmenté à la fois chez ceux qui ont des taux de vitamine D basses ou même très hautes. Donc, voilà pour la mortalité et pour l'incidence des risques cardiovasculaires. Mais tout ça, c'est des études observationnelles. Alors, le problème, c'est que les statistiques nous ont montré à nous méfier des études observationnelles parce que ce n'est pas une preuve de causalité et une association statistiquement significative est complètement différente d'une pertinence clinique et ne permet surtout pas de conclure à la causalité. Alors, j'ai mis ici en illustration cette étude publiée dans le New England en 2012 qui montrait qu'il y avait une corrélation statistiquement significative entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel dans les pays. C'était juste pour montrer que association statistiquement significative ne veut pas dire causalité. Et donc, comment faire pour prouver qu'il y a réellement un lien de causalité? Eh bien, pour prouver ça, il faudrait faire un essai randomisé avec une supplémentation en vitamine D, c'est-à-dire prendre des sujets à risque et les tirer au sort en 2 groupes. On donne la vitamine D à un groupe et on donne un placebo à un autre et on voit est-ce qu'il y a vraiment une diminution de l'incidence des maladies cardiovasculaires ou des autres maladies dont j'ai parlé tout à l'heure et voir est-ce qu'il y a vraiment un réel effet de la vitamine D. Eh bien, ça a été fait. Ça a été fait. Je vous montre rapidement donc, le résultat de ces études interventionnelles. Alors, il y en a plein. Ici, alors ça a été fait dans plein d'indications. Et là, même dans les fractures qui étaient en fait un terrain acquis, puisque c'était pratiquement acquis qu'en donnant de la vitamine D, on diminuait le risque de fracture, eh bien, malheureusement, toutes les études ont montré que
l'effet est pratiquement nul. Méta-analyse récente dans le JAMA, même sur le risque de fracture, il n'y a pas d'effet dans les essais randomisés contre placebo dans cette méta-analyse. Pareil, risque de chute, méta-analyse, vous voyez un peu le nombre élevé d'essais randomisés, et bien la vitamine D en supplémentation ne permet pas de réduire le risque de chute. Ce qui a donné ce genre de titre dans les revues de rhumatologie, est-ce qu'on devrait continuer encore à donner de la vitamine D pour prévenir les fractures? Alors, pour aller vers les pathologies cardiovasculaires, vitamine D et hypertension artérielle, eh bien, méta-analyse de 2015, négatif. La supplémentation ne permet pas d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle. Dans les dyslipidémies, pareil, méta-analyse négative. Dans l'incidence des maladies cardiovasculaires, alors il y a eu plusieurs grands essais thérapeutiques avec des milliers de malades, avec plusieurs dosages. Vous voyez ici, on a testé 400 unités par jour avec du calcium, 800 unités par jour avec du calcium, 100 000 unités par mois, suivi de 3 ans à 7 ans. Et on a essayé de suivre les différentes pathologies cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire, les AVC, etc. Eh bien, tous ces essais négatifs, il n'y a pas d'effet préventif. Je détaille deux études très intéressantes rapidement. Étude VIDA, c'est une étude néo-zélandaise. 5000 patients randomisés, vous voyez 2500 dans chaque groupe. On leur a donné 100 000 unités de vitamine D mensuelle. Vous voyez ici les groupes, donc 2500 dans chaque groupe. Les groupes étaient comparables pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc suivis avec des dosages mensuels. Bon, alors ce qu'on peut dire ici, c'est que voilà, vous voyez un peu le taux de vitamine D basale, 24 dans chaque groupe nanogramme. Le groupe vitamine D, donc on a réussi à augmenter leur taux à plus de 50, alors que le groupe placebo est resté à 26. Eh bien, le suivi sur 4 ans, aucune différence entre les deux groupes. Étude vitale, une grande étude, 25 000 patients randomisés, vous voyez, 12 000 ou presque 13 000 dans chaque groupe, suivi sur 5 ans. Vous voyez ici, donc, groupe comparable, que ce soit pour les ethnies, que ce soit pour les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Eh bien, pareil, suivi sur 6 ans, aucune différence dans le groupe supplémenté par rapport au groupe placebo. Méta-analyse qui inclut ces 2 dernières études et puis plein d'autres essais randomisés. Pareil, aucun effet de la supplémentation sur la réduction du risque cardiovasculaire. Alors, je passe rapidement. Dans cette même étude, on avait testé aussi le risque de cancer. Essai négatif, pas de diminution du risque de cancer, pas de diminution dans les méta-analyses, donc du risque de cancer, de l'incidence de tous les types de cancer. Sur la mortalité, donc aucune incidence sur la mortalité dans cette méta-analyse, donc dans le BMJ de 2019. Alors, seule petite différence significative qui a été trouvée, c'est une petite diminution de 15% de la mortalité des cancers, mais aucune différence pour la mortalité cardiovasculaire ou les autres causes de mortalité. Dernière étude récemment publiée, où on a testé donc l'effet de la vitamine D chez les sujets très âgés, à la fois sur les performances physiques, sur la tension artérielle, sur les fonctions cognitives, sur le risque de fracture et sur les infections. En fait, on a testé vitamine D versus placebo, on a testé aussi les oméga 3 versus pas d'oméga 3 et on a testé l'effet des exercices donc de résistance versus un groupe contrôle. Et là aussi, sur tous les paramètres testés, aucune différence, ni sur la tension artérielle, ni sur les fonctions cognitives ou performances physiques, et même pas sur les fractures ou le risque infectieux. Donc voilà, vous voyez que beaucoup de discordances entre les études interventionnelles et les études observationnelles. Comment expliquer ces discordances? Eh bien, probablement les facteurs confondants, alors comme l'obésité par exemple,
Alors, on sait que les obèses sont à haut risque de différentes maladies cardiovasculaires et dans l'obésité, il y a une sorte de séquestration de la vitamine D dans le tissu adipeux. Ça peut être une explication. Il y a d'autres experts qui pensent que l'hypovitaminose D n'est peut-être pas une cause de toutes ces maladies qu'on a évoquées, mais elle est plutôt une conséquence, elle serait plutôt une sorte de marqueur d'un mauvais état de santé générale. Et donc, quelle que soit la maladie, en général, quand on la teste, on va la trouver abaissée en cas de pathologie. Alors, peut-être qu'on se repose la question, est-ce que la 25OH, qui est actuellement le gold standard qu'on teste pour dépister l'hypovitaminose, c'est peut-être pas le meilleur marqueur. Est-ce que seule une carence profonde sur une longue période a des effets délétères? Et c'est quelque chose que les essais thérapeutiques n'arrivent pas à mettre en évidence. C'est ce qu'on voyait par exemple dans l'ostéomalacie, dans le rachitisme. Est-ce que les doses qui ont été testées ou les modalités de prise ne sont pas adéquates? Est-ce qu'il faut tester sur un plus long terme, sur plus d'une dizaine d'années pour voir une différence? Ça se discute. Beaucoup ont discuté au fait aussi le placebo. Alors quand on teste un médicament, on donne le médicament au groupe testé et on sait que le groupe placebo ne reçoit pas ce médicament. Alors dans la vitamine D, on n'est pas sûr parce que évidemment le groupe placebo peut aller s'exposer au soleil et il va fabriquer lui-même de la vitamine D et donc ça peut fausser un peu les résultats des différents essais thérapeutiques. Donc tout ça en fait fait que les liens de la supplémentation, en tout cas dans vitamine D et ses bénéfices, restent plutôt controversés. Et il y a plein d'études en cours et d'analyses de sous-groupes de ces différents essais pour essayer d'identifier quels sont les patients qui vont profiter le plus d'une éventuelle supplémentation en vitamine D. Alors, je vais passer rapidement sur les autres questions. Est-ce qu'il faut faire un dépistage maintenant de masse pour chercher ce déficit en vitamine D? Eh bien, rapidement, les dépistages de masse ne sont pas du tout recommandés. D'ailleurs, le dosage de la vitamine D coûte plus cher qu'une supplémentation pendant 1 an. Et donc, sur un plan épidémiologique, ça n'a aucun intérêt. Quand est-ce qu'il faut la doser? Eh bien, plusieurs sociétés savantes ont identifié les personnes chez qui il faut aller doser la vitamine D. Vous les voyez ici, c'est essentiellement les pathologies osseuses, l'insuffisance rénale chronique, certaines endocrinopathies et maladies chroniques hépatocellulaires ou syndrome de malabsorption, la corticothérapie au long cours, les femmes enceintes et allaitantes, et puis les sujets âgés à haut risque de fracture et les obèses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut doser? Alors, en général, pour le moment, on dose la 25OH vitamine D, qui est en fait le reflet des stocks. Et il faut doser à la fois la D2 et la D3. On ne dose pas la 1,25 parce qu'elle est très variable et qu'elle peut être élevée même en cas de carence. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de dosage et qu'il n'y a aucun gold standard et que les résultats peuvent varier d'un laboratoire à un autre. Et c'est quelque chose à connaître que si jamais vous redosez et que vous comparez, si ce n'est pas fait dans le même laboratoire, ça risque de donner des erreurs d'interprétation. Alors, à partir de quel seuil faut-il supplémenter? Alors, l'histoire de seuil est un sujet de débat, mais en général, on a considéré qu'on va prendre le seuil à partir duquel la vitamine D fait augmenter la parathormone. Et donc, vous voyez ici dans cette courbe le lien inverse entre vitamine D et parathormone. Et donc, on voit qu'à partir de 30 nanogrammes, la parathormone commence à augmenter et à partir de 20, elle augmente de façon exponentielle. C'est pour cela que maintenant, on définit donc le taux normal optimal, c'est au-delà de 20, donc entre 20 et 30. Et pour les sujets âgés et fragiles, il vaut mieux avoir des taux supérieurs à 30 nanogrammes. Et la carence est définie par des taux inférieurs à 10 nanogrammes. Alors, les causes d'hypovitaminose sont multiples, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est tous les défauts de synthèse épidermique, la malabsorption, l'obésité et puis les maladies chroniques, notamment rénales et hépatiques. Alors, qui faut-il supplémenter? Eh bien, plusieurs sociétés savantes maintenant recommandent de supplémenter, par exemple, les sujets âgés de plus de 65 ans sans même dosage préalable indispensable. Par contre, on a vu tout à l'heure les indications du dosage et il faut supplémenter donc les sujets
en carence ou en insuffisance. Alors, comment faire pour supplémenter? Eh bien, la supplémentation, en disant aux gens d'aller manger les sources en vitamine D, c'est pratiquement impossible. Vous voyez ici, donc à moins d'aimer le saumon et l'huile de foie de morue, il faut manger des quantités astronomiques de sardines et d'œufs pour arriver à avoir une ration, couvrir les besoins quotidiens en vitamine D. Donc, c'est pratiquement infaisable par l'alimentation. Alors, par le soleil, c'est gratuit, c'est disponible facilement, mais on a vu tout à l'heure que c'était très aléatoire et en général, ce n'est pas suffisant pour corriger une hypovitaminose D. Alors, généralement, vous trouvez que dans les livres qu'il faut conseiller aux gens une exposition quotidienne entre 15 et 20 minutes, 30% de surface corporelle et de 10 heures à 15 heures, en sachant que les dermatologues disent en général l'inverse et disent d'éviter de s'exposer entre 10 heures et 15 heures parce que c'est là où il y a le plus haut risque de faire des cancers cutanés. Bon, donc on voit que ce n'est pas vraiment le bon moyen de corriger l'hypovitaminose D, mais ceci dit, une exposition solaire fait toujours du bien et permet notamment de faire des stocks quand il y a un beau soleil et un ciel bleu. Alors, les recommandations de la supplémentation varient en fonction de l'âge et en fonction de certaines situations, mais on ne va pas rentrer dans les détails, je vais vous les résumer brièvement. Voilà, en général, pour les cas d'insuffisance, on va donner entre 800 et 1000 unités par jour. Et pour les cas de carence, il faut aller jusqu'à 1500 à 2000 unités par jour de vitamine D, en ne dépassant pas 10 000 unités par jour. C'est la dose maximale de sécurité. Alors, c'est possible d'utiliser les doses soit hebdomadaires, soit mensuelles. Donc, on fera le calcul. Mais il est conseillé d'éviter les très fortes doses, et notamment, par exemple, le stérogile 15, qui est en fait 600 000 unités, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il pouvait avoir au contraire des effets néfastes aussi bien sur l'os que sur les autres fonctions physiologiques. Alors voici les spécialités disponibles au Maroc. Vous voyez que, alors maintenant, c'est passé le temps où on n'avait pas de vitamine D, il fallait ramener de l'UV-dose de France. Là, on a maintenant le Décure avec des ampoules de 25 000, de 100 000. On a des ampoules de 200 000 vitamine D bon. Et puis, on a des solutions buvables où on peut donner des solutions quotidiennes. Alors, en général, pour supplémenter, c'est toujours mieux de donner, quotidien, c'est mieux que hebdomadaire et c'est mieux que mensuel. Mais en fait, toutes les méthodes sont bonnes. Alors, la Société marocaine de rhumatologie avait sorti aussi ses recommandations il y a quelques années. Bon, je passe brièvement. Donc, en cas de carence, on donne par exemple 4 ampoules de 100 000 espacées de 15 jours. Et en cas d'insuffisance, on va donner 2 prises espacées de 15 jours. Et puis, on prendra le relais en traitement d'entretien, comme on a vu tout à l'heure, par donner 800 à 1000 unités par jour, ou 25 000 par mois, ou 100 000 tous les 2 ou 3 mois. Alors, les cas d'intoxication à la vitamine D sont très rares. La toxicité est exceptionnelle. Le principal risque, c'est les lithiases urinaires et les risques de néphrocalcinose. Ça peut se voir, il faut faire attention à certaines situations. Les patients qui ont une hyperparathyroïdie ou une sarcoïdose ou des antécédents de lithiase, là, il vaut mieux faire attention et éviter les fortes doses de vitamine D. Alors, est-ce qu'il faut monitorer? Ça peut être intéressant quand on cherche vraiment à être sûr, parce qu'il y a de très fortes variations dans la réponse. Là, vous voyez dans cette étude, alors le taux basal en noir de vitamine D, et c'est des personnes à qui on a donné une dose de charge et on a redosé la vitamine D, et vous voyez que la réponse est très aléatoire. Vous avez des patients qui augmentent très fortement leur vitamine D, alors que d'autres vont même faire baisser leur vitamine D. Donc, la réponse peut être parfois très aléatoire et ça peut être intéressant chez certains patients de suivre le taux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'échec? Eh bien, il y a des questions à se poser. Est-ce que ça a été fait dans le même labo? Est-ce que le patient a pris correctement son traitement? Est-ce qu'il n'y a pas de malabsorption? Et sinon, dans ce cas, on va augmenter un peu les doses ou changer de forme ou de modalité de prise. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. La vitamine D est capitale au fonctionnement de l'organisme. Ses effets osseux sont indiscutables.
Mais est-ce que c'est vraiment la fontaine de jouvence qu'on décrit un peu partout? Eh bien, non, non. Pour le moment, ces effets systémiques, et notamment les effets cardiovasculaires, ne sont pas démontrés. Alors, la prévalence de l'insuffisance et de la carence reste très élevée, mais le dépistage ne doit se faire que chez les sujets à risque. Il vaut mieux supplémenter de façon systématique les sujets âgés, les sujets carencés, les ostéoporotiques. Et puis, la question de la fortification alimentaire se pose, mais ça reste une décision politique. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je reste ouvert aux questions qu'on peut se poser. Merci, professeur Mraoui, pour ce brillant exposé qui a été très très clair et tu nous as appris beaucoup de choses parce que c'est une pathologie qui nous intéresse. Merci également au professeur Diévar qui nous fait l'honneur d'assister avec nous jusqu'au bout pour ce webinaire. C'est très très gentil de votre part. Voilà, donc vous avez été tellement clair qu'il y a peu de questions. Voilà, peu de questions. Alors là, je vous pose la première question. Vous avez une femme ménopausée est-ce qu'elle doit nécessiter systématiquement la supplémentation en vitamine D sans qu'on fasse le dosage? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas systématiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, c'est au-delà de 65 ans. Voilà. Une femme ménopausée, en principe, il n'y a pas besoin. Donc, à moins qu'elle ne rentre dans les catégories que j'ai citées tout à l'heure, à très haut risque. Mais la ménopause en elle-même n'est pas du tout une indication à donner systématiquement de la vitamine D. Alors, une question très pratique que je vais poser vous aussi et moi aussi, et même les gens qui nous écoutent l'ont posée. Quand on fait ce dosage systématiquement pour les gens, parce que ce qui est extraordinaire maintenant, c'est les patients qui le demandent. Hein. Les patients qui viennent et qui demandent systématiquement à ce qu'on fasse dans le cadre du bilan biologique. N'oubliez pas la vitamine D, etc. pour la marquer. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toujours un déficit en vitamine D3. Alors, effectivement, la question qui se pose, on vit dans un pays du soleil, il fait souvent beau, nous nous exposons un peu au soleil. Bon, il y a des femmes voilées, mais ils s'exposent quand même au soleil, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une petite explication? Et là, se pose le problème de la normalité des taux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, excellente question. Et on a beaucoup discuté de ça. Alors, je fais un petit rappel un peu sur les statistiques et sur comment on a défini la normalité. Alors, contrairement à ce qui se fait dans le sodium, potassium, le calcium, etc., où on fait une courbe de Gauss et on prend 95% de la population pour délimiter en fait les taux normaux de ces paramètres. Pour la vitamine D, ce n'est pas ça ce qui a été choisi. Alors, le paramètre qui a été choisi, c'est un peu la pertinence clinique et on s'est dit, on va prendre le taux à partir duquel il y a la parathormone qui bouge et on a une hyperparathyroïdie secondaire et on sait que l'hyperparathyroïdie secondaire va stimuler la résorption osseuse. Et c'est de là qu'est parti le taux de 30 nanogrammes pour l'insuffisance et de 10 nanogrammes pour la carence. Voilà. Donc, on n'a pas du tout pris ce qui était classique. Si on avait pris ça, on serait à des taux beaucoup plus élevés. Alors, est-ce que c'est… D'ailleurs, il y a de très fortes discordances. Toutes les sociétés savantes ne sont pas d'accord sur cette méthode de faire. Mais disons que c'est la méthode maintenant consensuelle pour la plupart des sociétés savantes. Alors, est-ce qu'il faut retenir 30 nanogrammes? C'est ce que les labos mettent. Mais à mon avis, c'est un peu exagéré. Je vous ai montré tout à l'heure que jusqu'à 20 nanogrammes, on est encore dans la norme. Donc, c'est vraiment en dessous de 20 que voilà, on peut parler d'insuffisance. Et c'est vraiment en dessous de 10 nanogrammes qu'on est dans la carence. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Oui, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y a la couleur de peau. On est quand même un peu foncé ici au Maroc. Il y a les gens, malgré tout, ne s'exposent pas. Quand on sort au soleil, généralement… les gens se couvrent, il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de… les gens évitent, il y a les dermatologues qui conseillent aux gens d'éviter de trop fortement s'exposer, les gens mettent des écrans. Et puis, il y a certainement aussi une composante génétique, c'est indéniable. Ça n'a pas encore été étudié, mais dans pas mal de pays, il y a des polymorphismes du gène du récepteur de la vitamine D, par exemple, qui interviennent et qui expliquent les différences entre les populations dans ce genre de prévalence d'hypovitaminose D. Simra, si tu permets, Simra, toujours dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a des pays dans le monde où il n'y a pas autant de déficits et autant de carences? Parce que
on se demande tous les jours, on fait des dosages, je ne sais pas si on a raison ou si on a tort, et on reçoit souvent, très très souvent, des taux qui sont très bas, et on se pose la question, est-ce qu'il y a une nécessité à donner un traitement, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité, est-ce qu'il faut revoir un petit peu ces normes, est-ce qu'il faut voir les molécules à doser? Est-ce qu'on dose les bonnes molécules ou est-ce qu'on est un petit peu dans le tort? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas ces taux-là? Alors, j'ai montré les courbes tout à l'heure. En général, dans la plupart des pays, les taux d'insuffisance varient entre 50 et 60% dans les populations. Et en sachant que dans la plupart des pays industrialisés, il y a des recommandations, les autorités de santé en général imposent aux industriels de fortifier plein d'aliments d'utilisation courante en vitamine D. Donc, on a plein d'huiles, de produits laitiers, de jus, etc., où il y a un enrichissement en vitamine D pour essayer de remonter ce genre pour diminuer la prévalence de l'hypovitaminose D. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure, c'est encore controversé. Le seul bénéfice qui est démontré, qui est indéniable, c'est que voilà, on sait que la carence prolongée en vitamine D, ça donne de l'ostéomalacie chez les adultes, ça donne du rachitisme chez les enfants. Alors, c'est des maladies qui ont pratiquement presque disparu maintenant. Hein. On n'en voit plus depuis qu'on a commencé à traiter. Quand j'ai commencé ma rhumatologie, il y avait beaucoup de cas d'ostéomalacie et beaucoup de cas de rachitisme. C'était vraiment quelque chose de très fréquent. Et c'est quelque chose que maintenant, pratiquement, on ne voit plus, puisqu'on suit les femmes enceintes, on donne des supplémentations systématiques, etc. Ces deux maladies ont pratiquement disparu. Alors maintenant, tout cet engouement et toute cette excitation autour des effets systémiques potentiels, risque de cancer, maladies cardiovasculaires, etc., vous avez vu que dans toutes les études de supplémentation, on n'a pas montré qu'il y ait un réel intérêt. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, nous, simples cardiologues, soit dans un cabinet, soit à l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tout à l'heure, tu as montré une diapositive où tu as montré que les patients qui nécessitent un dosage, j'ai pratiquement pas vu de patients cardiovasculaires en dehors de l'obèse. Exact. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Est-ce qu'il faut le faire seulement chez les obèses? Oui, alors, je vous ai montré un peu les indications du dosage de la vitamine D. Effectivement, les seuls qui rentrent pratiquement dans la clientèle cardiologique, c'est les obèses, peut-être les insuffisants rénaux chroniques, ouais. Si vous les voyez. L'insuffisance rénale chronique aussi, c'est très important d'avoir des taux adéquats en vitamine D. C'est pratiquement les seuls où le dosage peut être intéressant et pertinent. Chez les autres, à la limite, supplémenter systématiquement les plus de 65 ans. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et le dosage n'est fait que vraiment dans les indications que j'ai montrées, quand j'ai des ostéoporotiques, quand j'ai des maladies chroniques, etc., où j'ai besoin de vraiment être sûr qu'on est efficace et qu'on a des taux optimaux. Si Saïd, si tu permets, je veux commenter ça. D'ailleurs, je remercie énormément le professeur Mraoui. La présentation était magnifique, avec une lecture scientifique riche. Rien à dire. J'ai une question sur un aspect qu'on voit en cardiologie que je n'ai pas vu, parce que souvent, les études que vous avez présentées touchent à des critères robustes, comme la mortalité, comme les événements cardiovasculaires lourds. Et nous, en cardio, souvent, on est amené à penser à la vitamine D quand les gens se plaignent d'asthénie, de palpitations. Souvent, c'est des femmes avec une petite tension qui ont une dysautonomie neurovégétative. Et souvent, dans le domaine de la dysautonomie neurovégétative, on nous conseille de supplémenter. Je me pose la question, quelle est la relation? Est-ce qu'elle a été étudiée? Est-ce qu'on fait bien quand on pense à les supplémenter dans ce sens-là? Je ne parle pas des critères importants comme les événements ischémiques ou comme la mortalité. Oui, alors, excellente question. Alors, dans le même ordre d'idée, nous, on voit plus ce genre de patientes. On a par exemple une maladie qui s'appelle la fibromyalgie où
c'est les femmes qui ont un peu mal partout, douleurs diffuses, douleurs chroniques, etc. Ça ressemble un petit peu aussi au tableau que vous venez de décrire, asthénie, palpitations. Alors, il y a des essais thérapeutiques dans ce genre, parce qu'en fait, ça ressemble tellement à l'ostéomalacie au départ qu'au début, on se disait on allait trouver le remède miracle pour ce genre de maladie. Eh bien, tous les essais sont négatifs. Que vous les supplémentiez ou pas, ça ne va pas changer leur… Et puis, faites-le. De toute façon, généralement, c'est des femmes très demandantes. Elles vont faire le dosage de la vitamine D. Même si vous ne le faites pas, vous, elles vont le faire elles-mêmes. Elles vont le trouver bas. Elles vont vous demander de leur prescrire de la vitamine D. Mais leur situation, ce n'est pas ça qui va les améliorer. Voilà. Donc, à moins que ce soit une ostéomalacie qui démarre, ce qui est, je vous l'ai dit, et qui maintenant est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Souvent, donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Je crois qu'il y avait le professeur Diebar qui voulait poser une question. Oui. Il faut juste allumer votre micro, s'il vous plaît. Je l'allume, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, bravo pour cette présentation qui remet les choses en perspective, mais je suis très, très gêné par un aspect. On a maintenant une multitude d'essais thérapeutiques, alors bien sûr, leurs reculs sont courts, 3 à 5 ans, qui ne montrent aucun bénéfice clinique dans des essais où plusieurs doses ont été évaluées et qui ont souvent été prescrites sans dosage. Il y avait un petit groupe où on dosait pour voir s'il y avait un effet, et jusqu'ici, on n'a pas identifié de groupe dans lequel ce serait positif. Et malgré ça, alors que les essais disent non, il n'y a aucun bénéfice, les recommandations disent c'est pas la peine de doser, traiter. Comment expliquer ce paradoxe qui est assez exceptionnel? C'est-à-dire on n'a pas de preuve de bénéfice, mais on vous dit il faut traiter. Je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a une excitation mondiale sur la vitamine D. Il y a des experts mondiaux, des très grands défenseur de la vitamine D qui font beaucoup de lobbying pour inciter à la prescrire un peu partout. D'ailleurs, j'ai vu en France que récemment, il y a un collectif qui a demandé à la prescrire à tout le monde pour éviter le Covid. Donc, on est un peu dans le même genre d'idée. Peut-être que c'est aussi à la limite pour dire si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. On a toujours un peu cette arrière-pensée. Moi, je suis d'avis que ce n'est pas la peine. Effectivement, ça ne sert à rien d'en faire comme ça la vitamine miracle à prescrire à tout le monde. Les seuls vrais bénéficiaires, ce sont les sujets âgés, au-delà de 65 ans. Là, il y a il y a l'ostéoporose qui commence, il y a le remontage osseux qui s'altère, etc. Où la vitamine D a un bénéfice plus ou moins démontré. Vous avez vu que même pour les fractures chez cette population-là, il y a des études positives, des études négatives. Mais voilà, c'est vraiment pour cette catégorie-là qu'on maintient de dire, voilà, on traite de façon préventive pour les aider, les plus de 65 ans. Ça va leur faire du bien pour leur capital osseux et pour diminuer un petit peu la résorption osseuse. Alors, si je me permets, pardon, même chez ces patients âgés qui ont été inclus assez fortement dans les essais, je pense à Vital et autres, on n'a pas la preuve du bénéfice. Et deux, il persiste des risques en fonction de leur alimentation, de leur ensoleillement qui n'est pas toujours très fort, de lithiase urinaire, où il y a même un effet potentiel qui est rapporté, c'est la sclérose aortique. Exactement. De la valve aortique. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans un rapport bénéfice-risque qui justifie? Oui, alors dans tous les cas, même si on le fait, maintenant même les recommandations commencent à dire qu'il faut éviter les fortes doses et à la limite donner de toutes petites doses, 200, 400 jusqu'à 800 unités par jour. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le bénéfice n'est pas du tout démontré et qu'il va falloir attendre plein d'analyses en cours. Il y a une étude australienne qui est en cours, une très grande étude, probablement on aura les résultats en fin 2021, qui va encore nous aider à mieux appréhender. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment revoir à la baisse cet engouement et cette excitation à donner de la vitamine D à tout le monde. Ouais. Alors, dans le même ordre d'idée, si tu permets, c'est Abdel Mraoui, c'est que, comme il a bien dit le professeur Diva, c'est que tu es rhumatologue, donc tu fais des radios à des malades, tu tombes sur des calcifications sur le trajet vasculaire,
tu vas lui dire, bon, vas-y voir le cardiologue parce que tu as des calcifications vasculaires qui sont des facteurs de risque. Et toi, tu fais un dosage de la vitamine D et tu trouves un déficit en vitamine D. Alors, faut-il le supplémenter, ce patient-là? Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, le problème, tu as tout à fait raison de souligner ça. On sait même, nous, on a les deux trucs sur la même radio. On a effectivement la décalcification et l'ostéoporose et la calcification aortique juste à côté. Et il y a des études qui montrent que même ces gens-là, quand on leur donne de la vitamine D et du calcium, le calcium ne va pas toujours au bon endroit. Au lieu d'aller dans les vertèbres, il va plutôt dans l'aorte. Et il y a eu pas mal de controverses aussi sur la supplémentation calcique, on est tout à fait d'accord. Donc effectivement, à moins qu'il y ait vraiment un besoin, et par exemple de l'ostéoporose identifiée, je ne supplémente pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Alors on dit au-delà de 65 ans, oui, on supplémente, mais on prend en compte tout le reste, tout le contexte clinique, évidemment, les antécédents cardiovasculaires, les reins, la situation rénale. Et c'est très important de personnaliser. Oui. Une femme enceinte qui est ostéoporotique. Alors, comment tu vas assurer la supplémentation? Ça, c'est un cas particulier. Femme enceinte ostéoporotique, c'est très rare. Hein. C'est des cas cliniques très rares. Ça existe. En général, on la supplémente en vitamine D, on va la charger en vitamine D, oui. Tu avais des questions, Saïd, non? Moi, j'ai deux petites questions, un petit peu pratiques. C'est quoi la différence finalement entre la vitamine D qui est commercialisée au Maroc et celle qu'on ramène de France? Les gens sont un petit peu pour celle qu'on ramène de France. Est-ce qu'il y a vraiment… Il n'y a pas de différence. Pas de différence. On n'avait pas, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas de vitamine D3 au Maroc. Il n'y avait que la vitamine D2, il n'y avait que le stérogile. Oui. Là, il y avait une différence. Oui. Le stérogile, on n'aime pas du tout. Oui. La vitamine D2, il n'y a que le 600 000 unités qui est une dose énorme et l'effet ne durait pas très longtemps. Mais depuis 2 ans, on a plusieurs formes cliniques de vitamine D3. Donc, c'est vraiment la même chose que ce qui existe en France. Et est-ce qu'il y a une périodicité à contrôler le dosage de vitamine D? Parce que les gens, ils terminent la cure de 3 mois et puis par la suite ils te disent, est-ce que je refais un dosage? C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, à moins d'avoir une pathologie, par exemple une ostéomalacie, là, il faut absolument doser de façon répétée pour être sûr qu'on est à des taux optimaux. Les insuffisants rénaux chroniques aussi. Voilà, il y a certaines pathologies, disons, où il faut absolument monitorer l'hyperparathyroïdie. Mais chez le commun des mortels, j'allais dire, chez les populations standards, non, il ne faut pas le faire. Merci. C'est un abus. Alors, je profite de la présence du professeur Divar pour lui poser une question pratique. Est-ce que vous faites un bilan hépatique systématique ainsi que le dosage des CPK? Vous attendez les signes d'appel pour le faire, pour les patients qui sont sous statine à forte dose? Micro, s'il vous plaît, micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Je ne dose pas les CPK car elles ne sont pas prédictives. On peut avoir des CPK normales et faire une rhabdomyolyse le lendemain. On peut avoir des CPK légèrement élevés et aller parfaitement bien. Les CPK sont très très variables d'un individu à l'autre en fonction de l'activité, des cours reçus, etc. Donc ça fait 10-15 ans qu'on dit qu'il ne faut pas surveiller les CPK. Par contre, le bilan hépatique, moi, m'intéresse comme marqueur de risque et pronostic de plein de choses, de l'état du patient notamment. Et si on a une forte élévation des enzymes hépatiques, alors ça, j'ai tendance, si je suis sous atorvastatine, à changer pour une autre statine. C'est la seule qui est un tout petit peu plus d'hépatotoxicité que les autres, et de voir comment ça évolue, en sachant malheureusement que les enzymes hépatiques, il est rare aussi qu'on ait des événements liés à ça et que leurs taux sont assez fluctuants. Ça, vous l'avez constaté, azatalate, gamma-GT, dépendent de beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas tendance à surveiller les CPK sûrs, les enzymes hépatiques. J'aime bien avoir un bilan hépatique 1 fois par an, simplement. Bon, voilà, donc je te laisse conclure, Saïd, mais en tout cas, c'était agréable. C'est vraiment très riche, on a appris beaucoup de choses. Je
te laisse conclure, Saïd, et très heureux. Voilà. Comme tu dis, Saad, c'était extrêmement riche, extrêmement bénéfique. C'est comme promis au départ, donc c'était un webinaire qui a tenu toutes ses promesses. Merci beaucoup, professeur Divar, pour votre disponibilité. On a appris énormément de choses. Vraiment, votre topo a été extrêmement bien ciblé. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'attendais, ce topo. HDL, LDL, triglycérides, les choses vraiment très pratiques. Un grand merci. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en présentiel cette fois-ci à Agadir. C'est Abdallah, merci beaucoup. Vraiment un très haut niveau. Chapeau de présentation, un très haut niveau scientifique. Beaucoup de messages. Moi, personnellement, j'ai appris énormément à travers votre topo. C'est la première fois qu'on vous invite, mais j'espère que ça ne va pas être la dernière. Un grand merci. Merci beaucoup, Saad. Comme d'habitude, tu nous fais le plaisir et l'honneur de modérer avec excellence cette table ronde. Mustafa, merci beaucoup pour ta présence et pour tes questions très, très pertinentes. Je voudrais remercier aussi tous les membres du comité de l'AMCAR qui participent très activement à la préparation de ce webinaire. Je remercie tous les cardiologues qui sont restés jusqu'à cette heure-ci avec nous. Je voudrais remercier aussi les laboratoires Hikma pour avoir sponsorisé ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire le 25 février. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.